Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. J'aime bien vous saluer parce que vous nous suivez partout dans le monde. Vous aimez bien votre chaîne CSS Télévision, canal studio satellitaire, les reflets de tout un peuple. Et aussi, vous nous suivez dans les différentes chaînes YouTube, CS Télévision et au Centre TV et d'autres chaînes qui nous prennent en relais parce que c'est votre émission qui vous aide beaucoup, surtout les Congolais de la diaspora. Je vous aime beaucoup parce que vous montrez toujours l'intérêt à ce qui se passe ici en République démocratique du Congo. Mais laissez plus de commentaires parce qu'on en tient compte pour essayer un peu d'améliorer. Ce matin, je suis accompagné de la grande équipe. Derrière la caméra, je vois l'ancien Bougard, Monsieur Emmanuel qui est là. Et du côté de la réalisation, Régie Finale, Tati qui est là. Tati, ça va? Et côté son, il y a un monsieur qui est un peu compliqué, mais aujourd'hui, il est très calme. Monsieur Sacré, ça va? Voilà, on va aller avec vous. Je vois également la présence d'un homme qui est en bleu aujourd'hui, monsieur Claude Ngoma, qui fait son entrée. Ce matin, on va décrypter les grandes lignes d'actualité avec les têtes bien faites de la nation. Je suis avec monsieur Gondi Kassende qui est ici. Monsieur Gondi Kassende, soyez le bienvenu. Merci de l'invitation. Merci aussi du choix de mes co-débatteurs. Je suis heureux de les retrouver une fois de plus. Mes remerciements, surtout félicitations à l'équipe technique, mais aussi à toute votre équipe administrative. Donc pour que cette télévision aille toujours de l'avant, encore plus haut. Merci, je salue notre DG Madame Eloala, également notre DG Monsieur Popal Tchongo et sans oublier notre directeur de programme Monsieur Lecoeur Mouchipai et toute l'équipe qui nous accompagne. Et de l'autre côté, nous avons la présence de Maître Gédéon Kolela, l'un des administrateurs de l'ICOR. Il est de l'Union sacrée, éclectique, un homme intelligent de mon pays. Il est ici avec nous. Monsieur Maître Gédéon Kolela, soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Merci encore une fois de plus pour cette marque de confiance. Et je vais m'en quitter aussi du devoir pour saluer mes co-débatteurs comme M. Gandhi a dit. C'est un homme dont la sagesse ou l'efficacité n'est plus à douter. Et voilà qu'il y a Maître Ngoma, confrère, qui a pratiquement volé mes couleurs. Parce que je suis connu comme l'homme de cravate bleue. La couleur bleue dans c'est l'homme de costume bleu. Il a volé vos couleurs. Oui, mais sans obtenir au préalable l'autorisation. Mais sinon, ça me fait du bien parce que je pense que je suis en train de former aussi les souzis. Merci Maître Gédéon Kolela, c'est de la bonne humeur ici. Après ça va chauffer d'un moment à l'autre. Je sais comment faire chauffer les terres. De l'autre côté, nous avons la présence d'un habitué de cette émission. Vous l'aimez beaucoup parce que vous étiez très nombreux à commenter à l'émission de Joël Cadet avec Maître Claude Ngoma. C'était une très belle émission. Merci à vous, cher public. Maître Claude, soyez le bienvenu. Merci en tout cas, c'est un honneur pour moi. Monsieur Delphin, à chaque fois vous m'invitez et je ne peux jamais zapper cette invitation. Et également, salutations à mes débatteurs, des familiers surtout des débats. Et surtout si j'ai accepté de partager ces plateaux avec mon estimé confrère Gédéon Kolela et M. Gandhi, vous savez, parce que nous sommes en démocratie. Et la démocratie, c'est aussi cet échange des idées et le choc des idées pour que enfin la République gagne.
Et donc, tant qu'un cadre de Nouvel Élan, un parti porteur des idées, donc c'est pourquoi j'ai taché d'importance à cette invitation. Le parti d'un opposant proche du régime. Donc, monsieur Adolphe, c'est ce que les opposants, les vrais opposants disent. De vous. Non, vous savez pourquoi ils disent ça? C'est tout simplement parce que pour eux, c'est le pouvoir pour le pouvoir. Ok. Or, nous, avant le pouvoir, c'est d'abord les idées. Donc, Mozito est le seul en dynamique de propositions et des idées dans l'opposition. Ok, Mozito, ce qui est vrai, c'est l'homme des tables rondes, l'homme des tribunes. Donc, dialogue vertical. Mais vous étiez au sein de la Mouka, vous étiez au sein de vrai la Mouka, mais apparemment, là-dedans, vous ne proposez pas. C'est comme s'il y avait plus les chanteurs du chef, avec... Faïlou qui était votre chef, votre numéro 1 au sein de la Mouka. Non, aujourd'hui la Mouka est dans le processus électoral. De quelle la Mouka vous parlez? La Mouka débauchée? La Mouka débauchée ou le vrai la Mouka originale? La Mouka originale, c'est nous qui détenons ce certificat de naissance de la Mouka. Quand vous parlez de vous, oui, Faïlou, oui. Mozito, c'est pas Faïlou. Faïlou est venu nous rejoindre en plein bataille. Et donc, la Mouka est dans le processus électoral. Et la Mouka, je ne sais pas moi de quel... ils ne sont pas là. C'est nous qui sommes là avec Nouvel Élan, un parti politique, plus un regroupement politique. Et nous avons aligné 717 candidats. Vous avez retenu, vous êtes aussi candidat? Oui, je suis candidat dans le Congo central, précisément chez moi à Boma. Et je salue les Bomatraciens. Congo central. Voilà un peu. Monsieur Poué, là, il est de là, non? De là. C'est mon frère de là, il est Bomatracien. Vous allez compétir avec lui? Oui, je vais compétir avec lui, oui. Mais ça sera un terrain où les idées vont parler. Il est populaire là-bas. Non, la popularité. Vous savez, ici chez nous, ça vous dérange? Non, seulement. Je voudrais juste 2 secondes. Donnez-moi la photo de Kadima. Vous savez, ici, pour nous, on s'est dit on est populaire. Je suis populaire. Tout le monde est populaire. Mais dans cette popularité, qu'est-ce que vous représentez? Jean-Claude Wemba est populaire. Dans cette popularité, qu'est-ce qu'il représente? Qu'est-ce que vous représentez en termes d'idées, en termes de la vision politique? Ok. Vous êtes populaire, oui. C'est comme ça que vous avez vu les commerçants se mixer dans l'affaire politique. C'est vrai ça? Parce qu'ils sont populaires, ils étaient populaires dans le sport et tout ça, dans le milieu sportif. Et au nom de la popularité, ils sont là, mais pour quel résultat? Mais Fabrice, puis là, c'est quelles idées? Si vous êtes du Bas-Congo, donc vous connaissez quand même ces moments. Il aime plus la polémique. Le moment arrivera. Il aime plus la polémique pour moi, plus qu'il énonce des idées. C'est un maître avocat, c'est un scientifique de mon pays. Il ne suffit pas simplement d'être maître pour avoir la maîtrise des choses. Le moment viendra. On va en découdre avec vous. Monsieur Gédéon Kolela, je vous aime bien parce que vous aimez les débats républicains, les débats qui aident quand même la nation à retenir quelque chose. C'est vrai, ce n'est pas notre sujet. Mais le processus électoral est utile pour tout le monde, il faut qu'il y ait l'inclusivité. Il semble que jusqu'aujourd'hui, les trains sont déjà en marche, mais il y a d'autres personnes qui hésitent encore pour rejoindre les trains des élections. On dit, vous, l'Union sacrée, vous avez tout préparé pour faire élire Tshisekedi en 2023. Mais pourquoi vous facilitez la triche? Il semble, selon les opposants. Bon, je vais peut-être soit vous surprendre ou vous décevoir ce matin en vous disant que... Monsieur Tati, la photo de la CENI. Je pense qu'on ne peut pas contribuer à la stabilité d'un pays tout en abrutissant les gens, en transformant tout un peuple en bataille électorale. Que pour moi, je plaide qu'on puisse démystifier les élections présidentielles, y compris même les élections pour les députés. Parce que en Afrique, d'une manière générale, ou encore au Congo en particulier, il faut savoir que ce n'est pas les paradigmes de régime ou de l'alternance que le peuple peut attendre, mais c'est plutôt les paradigmes de développement. Et nous devons aller vite pour vulgariser ce message, même dans des langues
maternelle. Regardez, nous allons faire un cercle vicieux. Ok. Lorsqu'il y aura, vous parlez maintenant là qu'il y a des tricheries. Bon, Et ce les sont opposants toujours- vous accusent c'est ce que j'ai dit. de tout planifier, C'est ce que j'ai dit. faire un C'est- putsch électoral. Oui, c'est pas quelque chose qui a commencé aujourd'hui. Depuis que les élections sont organisées dans notre pays, tout le monde gagne. Ils viennent de dire ça. Il est populaire, Pouella est populaire, tout le monde préfère Même les être commerçants. populaire. Aujourd'hui, vous savez, nous avons 24 000 candidats pour 500 places. Et vous allez vous rendre compte que tout le monde va gagner. Bon, moi j'ai gagné, mais parce que je n'étais pas en odeur de sainteté avec la commission électorale, c'est pour ça que j'ai été débarqué. Donc, et après, les opposants déjà, ils ont pris un quadrilatère ailleurs. Donc, c'est-à-dire qu'ils partent avec des réserves en disant, si nous perdons aujourd'hui, ça sera une tricherie. Et il y a même quelqu'un qui a dit, si Tshisekedi gagne, c'est qu'il y a une tricherie. Donc vous voyez. Bon, parce que Non, qu'il pas- n'est pas, pas il quoi. est plus populaire, Non, parce mais qu'il a vous- échoué, son mandat est là, selon les opposants, les lignes sont au rouge, donc Tshisekedi ne peut pas être réélu. Mais selon regardez, les parce que opposants. vous dites que Tshisekedi, quand je regarde en face de Tshisekedi, je trouve qu'il n'y a qu'une coalition de frustrés, une collation de frustrés, Ok. hein, des aigris, des gens à qui on n'a pas donné de poste et qui n'ont pas une idéologie politique. Comme on dit tout. Et où l'idéologie réaliste. Quand on dit tout. Moi, je ne fais pas le débat des Non, bon, il est en face de Tshisekedi, c'est un opposant. Je dis, Quand vous parlez des je opposants. parle pas des individus. Ouais, ouais, Et Mouzitou n'a jamais été candidat président de la République. C'est pour la toute première fois. Et c'est à lui maintenant de faire en sorte que toutes les forces vives puissent domestiquer son idéologie, afin de convaincre les Congolais. Ok. Alors, mais quand même, l'aspect commémoratif du passé qui fait partie de notre histoire nous montre le bilan de Mouzitou quand il était Premier ministre. Bon, comme Je pense quelqu'un- qu'au moment comme quelqu'un donné- qui a relevé les défis Regardez, de la non mais RDC, je vous dis, il a c'était un essuyé, vrai, il a essuyé les carreaux pour essuyer après. Oui, oui. Donc, il a essuyé les carreaux pour essuyer après. Alors, vous me Et dites- au moment donné, nous allons démontrer Non, non, ça. s'il vous plaît. Maintenant, quand s'il vous plaît, parlez, s'il vous plaît, c'est quand même, il était quand même Premier ministre de notre pays. C'est qu'est-ce que je quelqu'un dis qui a pris Qu'est-ce que ces je pays dis dans les villes. Il vous a amené dans des conditions importantes. Il semble même que la dette que le pays avait, c'est sous Mouzitou. est-ce que Il ne faut vous pas- savez quand les gens parlent de paiement des dettes, d'abord, c'est malhonnête. C'est vraiment une déception. J'ai toujours exprimé la déception. On parle ici d'effacement de la dette. L'effacement de la dette intervient quand? Intervient lorsque vous respectez le programme de FMI Justement, et de la Banque mondiale. de l'ajustement. C'est-à-dire qu'au moment de Mouzitou, c'était la Banque mondiale qui disait de payer et ne paye pas, et c'est tout ce qu'il Mais a c'est été un son bon élève. management, Attends, non, c'est ça a son- commencé par Oui, 1 oui. plus 4. C'était que la continuité. Ok. C'était la continuité. Mais regardez maintenant. Pourquoi j'ai dit qu'il a essuyé les carreaux? Et parce que c'est Mouzitou qui a fait en sorte que le FMI et la Banque mondiale puissent partir jusqu'à la fin. Donc, à la fin de son mandat. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des contrats de médiation. Ok. Vous voyez, il y a eu des contrats de médiation, il y a eu les contrats chinois qu'on a demandé que ces contrats puissent être mis sur la place publique. Le Ça n'a contrat jamais du été siècle, publié. le contrat chinois. L'ITIE s'est retiré parce qu'on a constaté qu'il y avait la mégestion à ce niveau-là. Donc, je vous dis, d'un moment à l'autre, nous viendrons avec des éléments et regardez, c'est au moment de Mouzitou que vous voyez que le Congo a signé un contrat qui est considéré aujourd'hui comme le gros bobard des 10 siècles. L'arnaque Donc, du siècle. L'arnaque du siècle. Ok. Le contrat chinois qui n'est pas répertorié dans les registres de cadastre minier, mais qui se trouve dans un registre ad hoc. Mais c'est Donc fort, ça ça. pose problème. Il ne faut pas donner raison à Gilles Lenguet qui avait dit les intellectuels congolais ont tué ces pays en signant avec les stylos. Mais je vous dis, mais Mouzitou doit être parmi. C'est pourquoi je vous dis, épargne-moi le débat des individus. Parce qu'à un certain moment, vous savez, le fanatisme est éphémère. Donc
ça trompe et ça mendie. Merci. Donc vous voyez les gens qui sont là pour Muzito, ils vont chercher à défendre l'indéfendable. Merci. Ils sont enfermés dans une langue de bois pour défendre l'indéfendable. Merci, maître. Mais si vous regardez, effectivement, vous allez voir que c'est vrai que ça s'est concrétisé au moment de Matata, mais Litier s'est retiré pendant que Muzito était encore. On va revenir sur ça. Il ne faut pas faire les débats de personnes ici. On ne personnalise pas les débats. Bon, malheureusement, mais ce sont ces acteurs-là qui animent les s'il vous plaît, on ne personnalise pas les débats. Mais quand Muzito était Premier ministre, Matata et les autres, c'est des gens qui ont signé des contrats, qui ont amené une politique pour aider ces pays. On est dans l'obligation de citer leurs noms comme des responsables, les chefs des corps. Alors, nous allons revenir sur ces sujets. C'est vrai, ce qui est important ici, il y a deux questions principales de l'émission. On va parler de la table ronde. Pour la réqualification de l'état des sièges en Ituri et Nord Kivu, ou la levée ou le maintien. On va essayer un peu de réfléchir sur ça. Et aussi la situation économique. Quelle efficacité des mesures prises? Il y avait certaines mesures qui ont été alignées pour éviter les dangers. J'ai vu le ministre de Finances, Nicolas Kazadi, ministre de l'économie, et la dame de la Banque centrale, pour essayer un peu de calmer les dangers. Alors, sur ça, on va revenir sur ces deux points. Mais, Monsieur Gandhi, je vous donne la parole là, pour la première fois par rapport à ces questions biscuits, vous avez suivi. Et quand même, les Congolais sont matures maintenant pour aller aux élections apaisées, ou soit ceux qui se sont retirés, c'est aussi leur droit. Oui, il y a plusieurs lectures dans ça. Les Congolais, qu'on le veuille ou non, ont grandi, au moins partiellement. Ils vont vers la maturité, puisqu'ils comprennent la plupart des questions politiques. Nombreux sont ceux qui vivent des situations socio-économiques qui les obligent à comprendre aussi certaines choses au niveau de l'économie. Je pense que les élections qui vont arriver là d'un moment à l'autre ne régleront pas le problème quand même d'une partie de l'immaturité de certaines populations dans notre pays. C'est pas la panne. Puisque beaucoup vont continuer à voter comme en 60. Je vote celui-là puisqu'il s'appelle Chibangu, il est de ma région. Je vote M. Kenzo, il est de telle région, il est de ma région. Ou je vote celui qui est populaire, vous l'avez dit, je crois en dehors de l'émission, un grand sportif, judoka de Matete, ou alors je vais voter tel musicien ou tel proche des musiciens, puisqu'il est chanté souvent par les musiciens, etc. On ne vote pas par rapport à l'efficacité de ces gens-là, pas par rapport aux gens qui peuvent apporter à la nation, à notre État et à nos populations. On en est encore là, puisqu'il n'y a pas encore eu des débats réellement croisés, démocratiques, entre les candidats présidents de la République. Les députés, on ne sait pas quel débat organisé pour les députés, les croiser, pour que la population ait une certaine idée de ce qu'il faut faire. Mais s'agissant de partis qui ont préféré plutôt être absents à ces élections, moi j'ai dit c'est des bonnes guerres. Comme je l'ai dit partout où je passe, le PPRD ne veut pas venir aux affrontements, ni le FCC. C'est bien connu. Je pense qu'ils ont dû commander des sondages. Et dans ces sondages-là, ils savaient que s'ils allaient aux élections, ils allaient être laminés. Ils préfèrent plutôt ne pas aller à l'affrontement avec d'autres partis, que plutôt de courir les risques au grand jour que le parti-là n'existe plus. C'est pour ça que je salue mon ami Ngoma et surtout le Nouvel Élan, qui est dans une opposition de construction, qui est dans une opposition intelligente, et ils viendront aux élections. Ils vont récupérer tous les adeptes de la Mouka. Pas une opposition sous-traitée? C'est pas une opposition sous-traitée? Non, je ne pense pas. C'est une opposition qui essaie de réfléchir indépendamment des partis politiques de l'opposition ou du pouvoir. Je les salue par rapport à ça. Alors que d'autres font des oppositions bêtes, inutiles. C'est Tshisekedi n'a rien fait depuis qu'il est arrivé. Il n'a rien fait. Alors on voit quand même... L'opposition bête, s'il vous plaît. C'est la spontanéité. Inintelligible. Inintelligent.
Mais il faut retirer aussi. Les Sidéré restent dans l'opposition. Ben, J'ai vu Martin Fayulu faire l'émission avec notre aîné, Jean-Marie mais Kassama. ils ont dit qu'ils hein. n'ont jamais fait partie de l'opposition. Ils sont dans la résistance. Je ne sais pas quelle nuance il y a entre la résistance et l'opposition. Bon. Mais ils flouent les gens à tous les niveaux. Il y a un problème. Monsieur Fayulu n'a pas de moyens matériels pour pouvoir aller aux élections. C'est ça que vous pensez de lui? Ben, il le sait lui-même. Il a dit quand il était à l'opposition, le bien que lui avait, Tshisekedi n'avait pas ça en 2018. Il ne faut pas dire qu'il n'a pas quelque chose. Alors, on va revenir sur des questions importantes de l'émission. Mais il y avait un biscuit. On a tiré tout à l'heure sur Mozito. On n'a pas tiré, on a réfléchi. Je vous donne la parole. Alors, on ouvre la première question. S'il vous plaît. Je vais tout simplement pas rencontrer, mais s'il vous plaît, je vais balayer. On ouvre la question. On ouvre la question, mais vous allez payer les arriérés parce que vous parlez de Mozito, il y a les histoires d'argent. Si on prend la première question, la situation économique, quelle efficacité des mesures palliatives pour résoudre les problèmes sociaux des Congolais? On en parle. La situation économique, quelle efficacité des mesures palliatives? Il y a eu des mesures pour calmer un peu la tempête, le feu. Alors, est-ce que ces mesures ont une efficacité sur terrain? Ou soit, nous avons des dirigeants qui tâtonnent encore jusqu'aujourd'hui. Alors, Maître Claude Ngoma, je vous donne la parole. Nous avons un gouvernement Samadé, le gouvernement de Warrior. Cherchez-moi la photo de M. Nicolas Kazali, ou le gouvernement, ou le ministre, ou le premier ministre Sama. Nous avons un gouvernement de Warrior. Il semble que jusqu'aujourd'hui, la situation sociale des Congolais ne s'améliore pas. C'est quoi le vrai problème? L'incompétence des ministres, des chefs de file, ou l'inconscience? Très bien. J'ai combien de minutes? Vous avez 5 minutes. 5 minutes. Je prends 30 secondes pour balayer ce que venait d'étayer tout à l'heure mon estimé confrère sur Mozito. Dit Mozito a d'abord bien torchonné et puis il a chié par la suite. Je lui demanderai d'abord humblement de retirer ses propos. Maître, vous pouvez retirer, ça, les parce que Mozito, c'est une autorité, donc si vous pouvez retirer, et puis par élégance. Maître Gédéon, vous... Mais je ne trouve pas notre verbe. Parce que lui-même a bien... Vous assumerez. Vos propos vous engagent. Il a Merci. nettoyé, on peut évoluer, on peut évoluer. Il dit enfin salir que cela. l'annulation de la dette extérieure, que ce n'est pas Mozito. C'est vrai, les jalons ont été posés dans le 1+4, mais le maître qui l'a mis en exécution, c'est Mozito. Ok. Et il ne s'agit pas d'une annulation simple. Il s'agit d'une boxe. Vous voyez, des conditionnalités qui étaient mises en place par la Banque mondiale et le FMI. Et donc, pour obtenir cette annulation, vous devez satisfaire toutes ces recommandations. Et Mozito était contraint de le faire. Raison pour laquelle Mozito a travaillé à livre ouvert avec la Banque mondiale et les FMI. Et le résultat nous a donné l'annulation à la hauteur de 10 milliards de dollars et les 4 milliards a été annulé par la Banque mondiale qui nous avait recommandé à l'époque les 4 milliards de le mettre dans les investissements intérieurs. Il nous parle du contrat chinois. Oui, oui. L'arnaque du siècle. C'est l'arnaque du siècle. Mozito était Premier ministre à l'époque. Mozito était Premier ministre. Ouais, ouais. Mais lequel des contrats a été exécuté quand? Est-ce que Mozito était déjà était encore Premier ministre? Non. Oui. Non. Et d'ailleurs, les contrats chinois, Mozito a tout fait. Qui pose Ce sont problème. pas les paroles qui parlent. C'est la signature. Maître Non, Gédéon, attendez. Mozito a tout fait pour que ce contrat chinois puisse être détaillé. Ok. C'était de l'arnaque vraie. Contrat chinois. Combien de kilomètres de route qui devaient être construits? Mozito savait que c'était de l'arnaque. Mais oui. Ok. Et les contrats chinois. Mozito avait dit que c'était de l'arnaque. Avant que nous signions le contrat chinois, on doit d'abord passer à ce que nous appelons l'audit de notre cadastre. Cela n'a pas été fait. Je parle sous réserve de mon estimé confrère. Ok. Et que les 6 milliards de dollars qui a été promis dans ces contrats chinois, la RDC n'a bénéficié que 3 milliards. Et ça, vous direz, c'est Mozito? De 6 à 3 milliards. Qui ont managé,
Je pense que ce n'est pas ça le débat. Le débat est clos. Donc, cette affaire, ce n'est pas Mosito. Rentrons maintenant à notre thématique. Quelles mesures efficaces à prendre pour calmer la situation économique, quelle efficacité des mesures palliatives? Il y a eu des mesures. Voilà. Il y a eu des mesures. Oui. Mais d'abord, c'est des mesures fantasmes. Vous dites? C'était des mesures fantasmes prises par le VPM de l'économie. Moi, j'allais à la place du VPM de l'économie. Il faut d'abord redéfinir quel modèle économique adopter pour le Congo. Ça, c'est la bonne question. Tout doit partir de là. Si vous ne définissez pas un modèle économique adapté pour le Congo pour pouvoir relancer l'économie congolaise, eh bien, toutes les mesures que vous allez prendre ne vont pas rencontrer donc l'assentiment. Est-ce que ce n'était pas dans l'urgence? Est-ce qu'il avait le temps de redéfinir la politique? Vu le temps, il fallait quand même aller avec ce qu'il a trouvé sur la table. Il a pris cette décision avec fantasme. Pourquoi? Parce que, quelque part, c'est les Djalelo qui parlent. Nous, les Warriors, je viens relever les défis. Voilà. Alors que ce n'est pas ça. Il faut travailler humblement et en silence. Un bon travail qui donne le fruit escompté, c'est un travail qui a été fait ou qui est fait dans le silence. Voyez-vous? Je veux vous prendre. Monsieur le grand cerveau nous a dit, voilà les dollars. On fixe, je vous donne un timing où le dollar va baisser. Remettez la photo, il y a après 3 mois, 4 mois, le dollar ne fait que prendre de l'ascenseur. Monsieur nous dit qu'il va créer, le gouvernement va mettre en place une banque de crédits agricoles, le coopératif de crédits agricoles, justement pour booster les fermiers, ceux-là qui travaillent dans le secteur agricole. Je pose la question, aujourd'hui nous en sommes où? Où en sommes-nous avec toutes ces mesures? Et il avait pris ces mesures parce qu'il y avait pénurie de maïs. En lieu et place de penser comment relancer Bukangalonzo qui a été détourné, comment créer des parcs agro-industriels dans le reste des provinces, en moyen, en long terme. Non. Monsieur nous dit la création d'une banque agricole de crédit. Bien bon, mais ça, c'est dans l'avenir, à long terme. Mais à moyen terme, on fait quoi? Il fallait prendre des mesures d'urgence. Mais non, les mesures d'urgence, mais qui doivent cadrer avec des réalités sur terrain. Il est allé à côté? Oui, mais à côté de la plaque. Aujourd'hui, quelle est la situation sociale de nos concitoyens? Moi, je l'ai toujours dit, mon cher ami, pour que la situation sociale de nos concitoyens soit améliorée, il y a des secteurs qu'il faut toucher. Par exemple? Le secteur du transport, la relance de trains marchandises. Qu'on arrête avec tous ces camionneurs qui ne cessent de causer des accidents sur la nationale numéro 1. Alors que ce tracteur ne peut que transporter à la limite 30-40 tonnes. Vous allez le comparer à un train marchandise qui peut vous transmettre des centaines et des centaines de tonnes. Mais ils sont où pour relancer le chemin de fer? Voilà. On a construit des maisons sur le chemin de fer, donc ça devient compliqué. Justement, c'est ça un peu. C'est là où nous vous disons. L'État peut prendre des mesures courageuses. Subventionnement de produits de première nécessité. C'est aussi une mesure courageuse que l'État veut prendre. Tous les produits de première nécessité, je baisse la douane. Vous payez 100% de douane. Moi, l'État, je prends 40% de douane. Vous allez payer 60%. Suppression des taxes et autres. Libanais ou Matsapri, l'os tosomba en vert, tosomba en gigose, n'est-ce pas, tosomba en kilo? Mais il semble qu'on a supprimé TVA, non? Non, mon cher ami, oui, ce n'est pas efficace. Ok. Le TVA, c'est à peine 16%. C'est à peine 16%. Imaginez-vous,
Vous devez vous réveiller, vous réveillez le matin, vous devez prendre le thé. Vous avez besoin du sucre de pain. Mais si l'État ne sait pas subventionner tous les produits de première nécessité, c'est-à-dire le gouvernement définir en place une politique de subventionnement sur tous les produits de première nécessité. Parce que l'homme doit manger, parce que l'homme doit être en bonne santé, parce que l'homme doit avoir l'accès à la santé. Et ça doit passer par de subventionnement, comme l'État le fait avec les carburants. Okay. C'est vrai que ça lui demandera beaucoup d'argent, mais l'État a aussi beaucoup de moyens pour faire ça. Mais est-ce que avec l'actuel budget de près de 16 milliards, donc je vous dis, on peut quand même prendre des risques. Donc, voilà, c'est ça aussi ce qui peut justifier cette répartition équitable des richesses. Okay. Je suis congolais, notre terre est bourrée de richesses, mais comment moi je peux bénéficier de ces richesses si l'État congolais ne sait pas prendre en charge le subventionnement de tous les produits de première nécessité? Merci Maître Claude Ngoma de Nouvel Élan, parti cher à l'ancien Premier ministre Adolphe Muzito pour ces questions très questionnantes. Alors, Maître Gédéon Okolela, vous êtes l'un des administrateurs de l'ICOR, vous défendez la République, vous êtes également de l'Union sacrée éclectique de mon pays. Alors, je vous donne aussi 5 minutes. Le mesure que ces gouvernements, donc les chefs de file, j'avais vu M. Nicolas Kazadi, ministre des Finances, M. Vital Kamerhe, VPM de l'économie, Madame de la Banque centrale, prendre des mesures palliatives pour calmer un peu la tempête. Il semble que c'est des mesures cosmétiques. Ok, je salue encore une fois de plus la qualité du débat, parce que quand on parle de l'économie, je pense que on ne peut pas tromper les principes économiques. Okay. Ça reste statique. J'éveille qu'on ne trompe pas les principes. Ça reste statique. Mais avant cela, je voudrais quand même dire un mot. Et je considère ou j'estime superfétatoire et fantaisiste le propos de mon confrère par rapport à ce qu'il a pris comme fait et cause pour défendre Muzito. Parce que c'est pas le débat ici, mon cher. Le pays est dirigé pas encore le débat. sur base de Maître règles Claude, de est-ce qu'il droit. peut terminer? Vous Mais non, il ne peut pas réagir, sinon il va nous désorienter. Sinon, moi aussi, je serais contraint de réagir. Maître... Aucun contraire de commun accord, on demande à M. Delphin de nous organiser un plateau spécial. Merci. Est-ce que vous pouvez suivre la logique? Parce que c'est important. Ce n'était pas la question du jour. Vous pouvez répondre à ma question. Parce que lui, il réagit sur vos propos. Oui, je réponds sur cette question. Moi, mon problème, je ne viens pas ici répondre à Claude Ngoma. Je suis en train d'éclairer mon peuple. Pour gérer bien les temps. Ce contrat a été bel et bien signé en violation de la loi. Et lui était le patron du gouvernement. En violation? En violation. D'abord, il faut reconnaître que la loi minière de 2002 venait de supprimer le régime conventionnel par dérogation, sur base duquel Muzito a accepté que ce contrat soit signé sous le régime. C'est-à-dire qu'un contrat signé sur un vide juridique. Ok. Et je vois un avocat de surcroît, quelqu'un que je respecte beaucoup, mais qui vient pour défendre l'indéfendable. Juste parce qu'on a cité le nom. J'ai sollicité un débat contradictoire sur cette matière. Parce que moi, je veux encore réagir. Nous allons désorienter les débats. Ce n'est pas la première fois que je débat sur toi au lieu d'apprendre, au lieu d'être un bon élève. Cher ami. Vous voulez seulement donc briller par cette... Je ne sais pas comment je peux dire. Il s'agit d'une matière technique. Il s'agit d'une matière technique que nous devons nous en débattre. Merci. Est-ce que vous pouvez répondre à ma question au lieu d'ouvrir encore ce débat? Je suis en train de répondre à votre question. Mais je vais dire à mon peuple que donc cet argent, la première personne comme le patron de l'action des actions publiques, il a péché par du fait que il a accepté que la signature intervienne en violation de la loi minière. Humblement, je peux vous demander. Et je comprends que... Non. Humblement, je peux le demander. Mais qui était à côté de Muzito pour le dire en erreur. Calmez-vous d'abord. Qu'il garde ses argumentaires. S'il vous plaît, c'est son temps de parole. C'est son temps de parole. Il n'a que 5 minutes. Il faut le laisser consommer son temps. Calmez-vous. Alors, maître, je vous encourage. Je vous ajoute encore des... D'abord, une autre chose.
nous ne sommes pas à l'époque où sévit la tromperie universelle. Ok. Et dire la vérité, c'était, ça devenait un acte révolutionnaire. Aujourd'hui, il y a moyen de vérifier si effectivement notre économie marche à bon train. Ok. Et je vous informe que lors de l'accession du président de la République, Félix Tshisekedi, notre PIB était à 46 milliards de dollars. Ok. Et aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards. Lors de l'accession. Oui, lors de l'accession, c'était 46 milliards. Ok. Mais aujourd'hui, nous sommes à 69 milliards. Donc il y a une évolution. Donc il y a l'évolution. Ok. Donc il faut reconnaître ça. Ce n'est pas une faiblesse d'esprit. Ok. C'est juste une honnêteté. Maître C'est Ngoma pas parce noté. qu'on est- donc. Alors, et aujourd'hui, le FMI reconnaît que la RDC est placée parmi les 10 pays africains en voie de développement, où l'économie est stable. Où l'économie est stable, tandis que le Rwanda a connu les déficits de son économie par rapport au Covid. Mais ici, nonobstant la situation de Covid, mais nous sommes classés parmi les 10 pays dont l'économie est stable. Ok. Donc c'est pourquoi je vous dis, nous ne sommes pas dans cette période-là où la tromperie universelle donc régnait et que dire la vérité c'était un acte révolutionnaire. Ok. Donc c'est à M. Ngoma de vérifier les choses que je suis en train de dire. Parce que je ne fais que vérifier. le FMI. Ok. C'est facile, maître, il faut vérifier. Alors, ici, il y a un problème, c'est lequel la balance de paiement, c'est un document comptable hein, qui retrace en fait les flux monétaires entre le pays et le reste du monde durant une période donnée. Et lorsqu'on parle de mesures prises, ces mesures-là, c'est vrai que les mesures sont prises, mais ces mesures sont en train d'être exécutées. Par exemple, lorsqu'on a évoqué le cas de M. Vital Kamerhe, quelle est sa responsabilité? Donc je vais faire l'économie des moyens pour donner le temps par rapport au temps. Et donc il y a d'abord un problème de fixation des prix. Il y a un double objectif spécifique. La réglementation des prix est un instrument privilégié de l'État pour réguler la vie économique et sociale par l'application de l'un des systèmes de fixation des prix. Et c'est ce que Vital Kamerhe. Mais le problème c'est où? Parce que le problème se pose au niveau des deuxièmes objectifs spécifiques qui couvrent les cadres microéconomiques. Et vous savez que depuis l'accession de l'AFDEL dans au pouvoir, l'économie est entre les mains des étrangers. Et qu'aujourd'hui, vous devez savoir que les préalables majeurs pour une relance de l'économie reste donc la maîtrise des cadres macroéconomiques. Et vous ne pouvez pas maîtriser les cadres macroéconomiques sans pourtant avoir le pouvoir sur les cadres microéconomiques. Qu'est-ce qui se passe au fait? La réglementation des prix à ce niveau-là sert au pouvoir public d'un instrument juridique pour discipliner les comportements des opérateurs économiques, pour sécuriser les intérêts des uns et des autres des circuits économiques. Alors qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, que la plupart des commerçants, qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? Parce qu'on parle, vous ne pouvez pas aujourd'hui parler de la classe moyenne si vous n'avez pas des banques de dépôt. Et nous avons une seule institution qui sert comme une banque de dépôt. C'est FPI. FPI. Alors que qui ont accédé au crédit au niveau des FPI? La plupart, ce sont des politiciens. Vous voyez, ce sont des politiciens. Les politiciens hommes d'affaires. Oui, mais alors, lorsque la politique commence à faire les affaires, aujourd'hui, regardez, les gens qui ont bénéficié d'exonération sont de qui? Des légales, des régales, sont des gens
parfois, si vous voyez la liste. Vous n'avez pas les preuves qu'il y a eu les Makangou des gens. Mais écoutez, il y a eu la liste là-bas au niveau de. On a vu les on a vu les Bouchards, on a vu tous ces gens-là. Ils ont pris l'argent de la République. Alors, pour faire l'agriculture, ils n'ont pas fait. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui. Effectivement, il faut louer les efforts. Mais pour qu'on parle vraiment de la maîtrise pour une croissance, vous devez relancer l'économie nationale. Si l'économie nationale est relancée, à ce moment-là, on peut s'attendre au moins à la croissance, création d'emplois et la stabilité des monnaies. Sera un élément. Donc parmi les méthodes de notre vrai VPM de l'économie, il fallait qu'il pense à relancer. Non. L'économie nationale, il est sur cette voie-là. Il a commencé d'abord, comme je vous dis, par régler cette situation-là, par la fixation des prix. Mais vous savez que nous avons un problème de trouver que... Donc ce sont la plupart de régimes qu'a dirigé certaines personnes que ne voulaient pas, parce qu'on va encore prendre les faits et causes pour les défendre, et qu'ils ont été eux-mêmes politiques et puis hommes d'affaires. Merci. Donc il y a les conflits d'intérêts et que ces gens-là, ils doivent quand même prendre conscience, dire que les exonérations qu'ils ont bénéficié avec n'ont pas contribué à ces pays. Et Vital Kamerhe doit s'investir pour récupérer ces exonérations-là et avoir le pouvoir de fixation des prix. Merci. Selon alors, le système. Monsieur Gandhi Kassende, raison de la première question, la situation économique, quelle l'efficacité de ces mesures palliatives? Vous avez suivi les deux co-débatteurs. Pensez-vous que c'était temps qu'on puisse aller avec ces mesures, ou soit il fallait encore essayer un peu d'observer les terrains? Oui, d'accord. J'espère que vous me laisserez le temps de dire ce que j'ai à dire. Oui, je vous donne 7 minutes. Monsieur Gédéon a eu 10 minutes. Je vous donne 7 minutes. Si pas plus. La situation économique, on ne peut pas en 5 minutes ou 10 minutes étaler. J'ai vu Monsieur Gédéon essayer de rentrer dans la littérature économique. Ça risque de flouer plus d'un. Quand on parle de PIB, sachez que dans le PIB, on comptabilise non seulement ce que nous avons, nous, comme richesse en tant que Congolais, on comptabilise aussi les richesses des étrangers qui sont sur notre territoire. Si le PIB est très élevé, la raison la plus importante, c'est que nous avons gagné beaucoup d'argent par rapport à la vente de nos matières premières. Ça a tiré plus haut notre PIB. Maintenant, si on revient au niveau de la PNB, qui est les calculs de ce que nous avons gagné, nous, en tant que peuple congolais, population congolaise, il est en dessous de ce qu'on a avancé comme PIB. Donc, je ne voudrais pas rentrer dans le détail, puisque ça nécessite du temps. S'il faut revenir à votre question sur la situation économique et certaines mesures qui ont été prises ici ou là, et leur efficacité, je dirais qu'il y a un problème dans ce pays, dans notre pays. Un problème. Il y a un problème très grave. C'est quoi le problème? Le problème, c'est que l'État ne sait pas agir. L'État existe, mais il est factice. Il ne sait pas agir. Je dis la vérité. Lucien Boussa. Vous donnez raison à Jean-Marc Kaboun qui avait dit que ces gouvernements gèrent en tâtonnant. Alors. Mais pourquoi Kaboundou n'a pas tout faux. Kaboundou n'est pas négatif à tout point de vue. Sauf qu'il a oublié qu'il avait une responsabilité au niveau de la République, qu'il y a des rouages par lesquels il faut passer pour poser les problèmes et essayer de trouver des solutions. C'est là que je ne suis pas d'accord avec lui. Au niveau des idées, il y a des rencontres, des gens qui peuvent accepter ces idées, mais c'est la démarche qui était négative. Des mesures ont été prises depuis plusieurs mois, déjà par le ministère de Commerce extérieur, Jean-Lucien Boussa, pour pouvoir réduire la TVA par rapport à l'État a consenti à ne pas toucher la TVA, une partie de la TVA, sur un certain nombre de produits vivriers, certains produits de première nécessité. Est-ce que ces mesures ont été appliquées sur le terrain? This is the question. C'est-à-dire une grande interrogation. On sait prendre des décisions, mais on ne sait pas suivre leur applicabilité. C'est là que pose le problème. Donc c'est des décisions cosmétiques. Cosmétiques. Le ministre de l'économie avec le ministre des Finances viennent prendre encore des mesures par rapport à la sauvegarde de notre monnaie, etc., par rapport lié au dollar.
C'est bien, les mesures étaient des bonnes mesures, mais conjoncturelles. Hein, je dis conjoncturelles, ce n'était pas des mesures structurelles. Ils n'ont pas les temps, il reste que 3 4 mois, etc. Donc, ils ne pouvaient pas prendre des mesures structurelles aujourd'hui. Il faut attendre qu'il y ait un nouveau président, de nouveau gouvernement pour réellement prendre des mesures conjoncturelles qui durent dans le temps. Ils ont pris des mesures structurelles. Et là encore, c'est bien, les mesures sont des bonnes mesures. Sur les terrains, il n'y a pas de suivi. Ni sur le marché. Pourtant, on a des gens que l'État paye chaque mois, les inspecteurs économiques. Ils ne sont pas là. Est-ce que ce n'est pas parce que ces inspecteurs sont soudoyés on le met dehors. On le met dehors. Il y a la loi. Il y a des sanctions qui existent. Ces mots-là, ce n'est pas un mot comme ça, tu vois. S'il y a des gens, des inspecteurs économiques sur le marché, ne font pas respecter les prix, ils ont une responsabilité. Et cette responsabilité incombe au ministre de l'économie. Je vais plus loin. Les inspecteurs, ils sont dans les systèmes. Voilà. Ils sont dans les systèmes. Peut-être, il y a ce qu'on appelle les rétrocommissions. C'est pour cela. Parce que c'est pour ça que je dis qu'on est dans un État. Le peuple souffre. On est dans un État qui est un État factice, c'est-à-dire de fait, mais pas un État réel. Sinon, il y aurait suivi. Regardez sur le terrain. Voyagez, vous allez voir. Aucun pays au monde n'a des cambistes dans chaque rue. Ok. Aucun pays dans le monde. Même ici au Burkina Faso. Burkina Faso, Guinée, même ici à Brazzaville. C'est ici qu'on trouve des cambistes dans tous les coins. En principe, dans les mesures qui ont été prises, on devrait mettre fin aux cambistes comme ça qui s'improvisent, cambistes dans tous les coins. C'est vrai, ça nous rend service à tous. Mais c'est terrible. On devrait avoir des cabines bien appropriées. Nulle part ailleurs. Nulle part ailleurs. Il n'y a qu'au Congo, vous sortez au coin, vous voyez quelqu'un faire son argent, il est en train de jaillir. Bientôt, on aura des cambistes dans chaque maison ou dans chaque immeuble. Ça pose un problème. Qui spécule plus? Ce sont ces cambistes-là, en relation toujours avec des gens qui nous dirigent. Okay. Quand un député a ses 21 000 $ en francs congolais, mais ne veut pas garder les 21 000 $, il veut 21 000 $ en francs congolais, il veut les échanger. Ceux qui ont des relations avec les cambistes là, pour leur garder le dollar. Qui fait que, ou qui font que notre monnaie est dépréciée. Entre autres, ces gens-là. Avec le concours des cambistes, le gouvernement est au courant, l'État est au courant, mais on prend des mesures, on ne sait pas les appliquer. On devrait, on avait dit qu'il fallait que tous les cambistes soient répertoriés et qu'ils aillent demander les autorisations au niveau de la Banque nationale. Est-ce que ça a été fait? Non. Alors qu'on pouvait créer plus d'emplois stables en ayant des cabines officielles reconnues par nos banques, en contrôlant les variations de la valeur de notre monnaie. On ne contrôle rien. Quand tu ne contrôles pas la monnaie, et si plus loin tu ne contrôles plus l'armée, mais vous êtes dans quel état? Donc ça pose un problème. Nous avons un gouvernement irresponsable. Inconscient. Inconscient. Alors, Maître Claude Ngoma, c'est quand même fort. Voilà pourquoi, quand je vous avais posé la première question, je vous avais dit, est-ce qu'il y a un problème de l'incompétence ou de l'inconscience? Parce que, voilà pourquoi les gens pensent que c'est des mesures cosmétiques, juste pour la consommation, mais en réalité, sur le terrain, il n'y a pas l'efficacité de ces mesures. Et le peuple est en train de peiner. Alors, parce que la situation continue, est-ce qu'il faut aller dans ce sens, ou qu'est-ce qu'il faut faire de manière urgente pour que la population se retrouve? Très bien, mon cher Delphin. Vous savez, nos amis de l'Union dite sacrée ont toujours l'habitude de nous dire, voilà, nous avons une économie extravertie, nous dépendons toujours de l'extérieur, et que les dollars, tout ça. Je suis d'accord, mais je pose l'idée de mon aîné, Gandhi, qui s'étonne que dans le monde entier, aucun pays où l'on trouve des bradères de monnaie, des changeurs. Bon, si je suis étonné, j'ai pensé que ça se faisait aussi ailleurs. Non, vous savez, les mesures prises par le VPM de l'économie, ce sont des mesures inadaptées, non efficaces. D'abord, qui nourrit cette spéculation du dollar? Mais c'est le gouvernement. Nous sommes en plein centre-ville. Va les châteaux ici. Vous verrez des voitures, la coffre arrière ouverte, des millions de francs congolais.
en sachet avec code barre. Ces Congolais-là prennent cet argent là-haut. Est-ce que monsieur, le grand cerveau de l'économie, a-t-il mis en place un service d'inspecteurs pour aller interpeller toutes ces mamans-là, tous ces Congolais-là qui bradent la monnaie avec des centaines de millions de francs congolais? Voyez-vous? Et puis ils prennent ça à la source, ils sont. Mais je vais vous dire, c'est la corruption au sommet de l'État. Vous dites? C'est la corruption au sommet de l'État. Ok. Je vais vous le dire. Ce sont les politiques qui entretiennent ces réseaux. Ce sont des politiques. Raison pour laquelle moi, plusieurs fois, j'ai proposé que le dollar soit un billet d'affaires qui ne devra que circuler entre les banques. On vous trouve avec le billet de dollars, vous avez 3 mois de prison. On met des mesures d'accompagnement. Dans ces pays-ci? Dans ces pays, mais c'est faisable. Vous pensez que les gens... L'Angola à hein? côté. L'Angola à côté, je cite l'exemple de l'Angola. Ok. Avec Eduardo, on avait la même situation. Ok. Il y avait des bradeurs de monnaie partout. Lorenzo va prendre le pouvoir. La première des décisions, tous ces bradeurs, je ne voudrais plus vous voir. Organisez-vous, allez à la Banque centrale, sollicitez l'agrément. Ok. Et on met des conditionnalités dures, justement pour encadrer ces secteurs. Mais nous, les acteurs politiques congolais, comme nous sommes dans tous les coups, voilà, nous entretenons ces réseaux. Donc c'est un réseau de mafieux. Essayez un peu d'imaginer. C'est un réseau de mafieux. Bon. De mafieux. Essayez un peu d'imaginer. Un monsieur se réveille comme ça, 100 millions de francs congolais à brader. Et des billets tout neufs. Code barre. Étiqueté chaque. Donc, c'est tout neuf dans la voiture. Et il vient en plein centre-ville, il ouvre la coffre de sa voiture. Et il est là, il met les toits à côté. Personne ne l'interpelle. Nous sommes où? C'est l'organisation. Ouais. C'est l'organisation. Donc il n'y a pas de loi efficace dans ce secteur. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et si on mettait cette décision en place, même ton bailleur n'exigera plus les dollars. Ouais. Même à l'école, on n'aura plus les dollars. Moi, pour payer ma maison, on me dit il faut toujours amener les alors dollars. Que c'était... Je suis obligé d'aller acheter les dollars. Dites-moi un peu, le bailleur, il va importer la maison? Non. Alors, il finira par changer encore cet argent. Mais on est où là? Je rencontre un peu mon estimé confrère quand tout à l'heure il a étayé ici et il a parlé de chiffres par rapport au PIB. Et là, cette fois-là, il est factuel parce que 2022, 2023, aujourd'hui, nous avons un PIB de 62 milliards de dollars. Mais il faut comprendre, mais quand le PIB monte, la croissance aussi doit augmenter et la vie de nos concitoyens aussi, donc la situation sociale de nos concitoyens doit aussi bouger. Mais c'est le contraire parce qu'il y a la vie chère. C'est pas inclusif. Parce que c'est l'extérieur qui gagne plus. Oui, ici, chez nous, c'est pas ça. Mais il y a la vie chère aujourd'hui, donc il y a... Oui, je voudrais dire 60 milliards de PIB, 62 milliards de PIB, mais un Congolais consomme moins de 2 dollars par jour. Donc, il reste encore beaucoup à faire. Mais il y a déjà un problème. Et M. Dandy l'a bien souligné, il a insisté là-dessus. Nous avons atteint 62 milliards de dollars de PIB, tout simplement parce que dans le marché de métaux, dans le cours de métaux international, nos métaux ont galopé les prix. Non, maintenant c'est un shit. Hein. C'est un shit libre. Non, mais non, c'est un shit, mais ce n'est pas tous les métaux. Non, mais non. C'est pas tous les métaux. Il faut faire tester cobalt, c'est non, il y a eu augmentation depuis 2 ans. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Il y a certains métaux qui baissent et d'autres qui... Donc c'est en dents de scie. Vous voyez? Et à cette occasion, Fachi a la chance, à son mandat, voilà, il y a augmentation de prix des matières premières. Non, c'est le problème d'acier. Si vous voulez, termine. Hein. Je termine. Ouais. C'est pas la première fois. Il termine. Et donc, pourquoi vous le percevez comme et donc, tout ce que mon estimé confrère a étayé ici, ce ne sont que des théories. Il a essayé un peu de définir la réglementation économique et autres. Et nous ne sommes pas dans une salle d'auditoire, mon cher estimé. Ici, il faut aller, techniquement, il faut proposer au gouvernement qui souffre encore. Il y a des gens qui bouffent l'argent
sur le travail que nous faisons ici sur ce plateau. Mais nous, on le fait par amour pour ces pays. Aujourd'hui, mon cher ami, la situation économique. J'ai parlé tout à l'heure d'un modèle économique. Quel modèle économique adapté pour la RDC, pour la relance de l'économie en RDC. Vous voyez, et il y a des secteurs, comment nous appelons ça, des secteurs d'attraction. Il faut activer. Vous voyez, de 1994 jusqu'au jour d'aujourd'hui, la RDC a du mal à produire. Pourquoi la RDC n'arrive même pas à relancer l'industrie économique? C'est par manque d'une vision agricole adaptée. Vous voyez, et c'est simple, mon cher ami. Que le ministre de l'économie ou le gouvernement mettent en place une très bonne politique capable de fédérer tous les fermiers, de les organiser en coopérative. Nous allons booster le secteur économique et le secteur agricole. Et si le secteur agricole est développé, c'est le seul secteur qui soutient l'économie dans beaucoup de pays. Le secteur agricole. Mais ici, chez nous, nous négligeons ces secteurs. On préfère allouer beaucoup d'argent, beaucoup de fonds dans d'autres secteurs qui ne sont pas prometteuses. Et aujourd'hui, nous avons deux secteurs clés qui peuvent booster l'économie de notre pays. Il y a le secteur agricole et l'environnement, avec les écosystèmes. Vous voyez, l'écologie. Aujourd'hui, le bassin du Congo, le président venait d'être reçu, de participer à ce sommet au Brésil. Oui, parce que vous en parlez. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'étais avec Indy Omar et qui m'a dit c'était une fois de plus un voyage de trop. On n'a même pas l'idée, je sais qu'on est allé faire là-bas, vous avez Madame Eve Bazaïba, elle est en train d'apprendre dans ce secteur. Pensez-vous que la RDC est en train de relever la tête dans ce secteur de l'environnement? Je ne fais pas cette lecture qu'a fait mon aîné India et je le salue où il est, mais pour moi, je sais que les lignes sont en train de bouger et que les choses évoluent. Vous voyez, la petite enveloppe qu'on recevait quand Kabila était là encore en 2013, en 2006, 2012, 2018, ce n'est pas la même enveloppe que nous recevons aujourd'hui parce que le crédit carbone a augmenté. C'est vrai que sur le plan international, il y avait cette injustice aux pays pollueurs et aux pays moins pollueurs. Parce qu'aujourd'hui, comment ça se passe? Les gros pollueurs mettent beaucoup d'argent, mais la répartition pose problème. Nous, qui avons au moins 60 ou 70% de l'écosystème de notre forêt, mais le crédit carbone, ailleurs, c'est à 10 000 $, mais nous, on le vend à 5 $. C'est injustice. Madame Bazaïba a essayé un peu de se battre, et c'est un management qui est mis en place pour pouvoir ramener un peu le donc c'était fait à dessein pour maintenir la RDC dans la pauvreté. Il y avait un problème de leadership. Pour chuter, je demande au gouvernement. Il a pris 15 minutes. S'il vous plaît. Continue. Je voudrais chuter même 5 secondes. 5 secondes. Oh. Bon, c'était à votre profit de l'Union sacrée. Merci. Vous n'avez rien à dire. Si vous êtes en train de suivre cette émission, si vous avez remarqué, je laisse vraiment le temps parce que les sujets tellement importants, les sujets concernent notre économie, il faut laisser l'invité vous dire les nécessaires. Maître Gédéon Kolila, avant de passer à autre chose, pensez-vous qu'on peut changer des choses avec ce nouveau leadership? Bien entendu. Je pense que personne ne m'a contredit. Et on m'a dit juste que non, il y a eu des théories. Alors qu'avant de passer des pratiques, il faut avoir des théories. Ou et si vous n'avez pas de théorie, pour théoriser. Pardon? Si vous n'avez pas de théorie, je ne vois pas. Méthode empirique. Qu'est-ce que M. Ngoma est allé faire à l'université? Donc maintenant, il refuse que les gens bénéficient parce que tout le monde n'a pas eu l'occasion d'aller. La théorie précède la pratique. La pratique. Pas toujours. Voilà. Non, mais... Ça, c'est un débat. Je sais qu'il y avait un sujet comme ça à l'université. C'est un grand débat. M. Gandhi me dit, lorsqu'on parle de PIB qui était
à 50 milliards, 46 milliards, qu'aujourd'hui à 69 ou 62 comme eux ils veulent, que ce sont qu'il n'y a pas des efforts. C'est ce que vous voulez me dire. Parce que quand vous dites que non, ça bénéficie beaucoup plus aux étrangers. Ça, c'est sûr. Nous, on ne refuse pas, j'ai dit. Donc, effectivement, on doit faire un effort pour notre produit brut, pour que ça nous revienne. Et là, on voit maintenant les barèmes salariales de ce que il faut penser au SMIG. Donc, nous sommes là pour l'amélioration des conditions de vie des Congolais. Ça, c'est bien. Mais d'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas oligo que nous sommes arrivés à ces chiffres-là parce que nous sommes suivis par FMI et la Banque mondiale. Donc, ça dit que si hier, et je vais vous surprendre en vous disant que lorsque vous prenez les 69 milliards de dollars, moins 46 milliards, c'est-à-dire qu'il y a eu une augmentation de combien? De 23 milliards. 23 milliards. 23 milliards. Il y a eu un travail qui a été fait. Et ce n'est pas aussi la première fois que le Congo puisse battre les records, même au temps de Tchibala. Donc, même au temps de Tchibala, avec 4 milliards de dollars. Mais, donc, le Congo avait battu les records. Mais ce qu'il faut reconnaître ici, qu'est-ce que je veux dire? Donc, parce qu'on parle de l'indicateur. Lorsqu'on parle de PIB, c'est-à-dire que le PIB reste, en dernier ressort, un indicateur de l'économie. Vous ne pouvez pas me dire que non, cet indicateur n'a pas sa place parce que la vie des Congolais n'a pas changé. Est-ce que le Congo... Non, nous ne disons pas ça. Est-ce que le Congo mérite le budget de 18 milliards? Non. Non. Si au moins l'Angola dont vous citez a 40 milliards, le Congo mérite quel budget? 100 Donc, milliards. Il faut plus de 100 milliards. Vous avez le Nigeria qui a 400 milliards. Mais ici, nous parlons de l'évolution. Où nous venons, où est-ce que nous sommes en train d'arriver? Alors, si avec 4 milliards, si avec 4 milliards, 800 millions, et quoi, autant de Tchibala, et qu'on a parlé des records, comment pouvons-nous pas parler de l'année passée, où nous avons bâti les records en terminant l'année avec un excédent budgétaire d'au moins 1,5 milliard de dollars. Ouais, mais le fait d'entraînement... C'est une première. Quels sont les faits d'entraînement? Ah, papa. Oui, dans le principe, il y a performance. Mais cette performance, on ne sait pas. On a investi ça où? De 1 milliard. Merci. Continuez, maître Général. C'est ça. Donc, lorsqu'on parle de taux d'inflation, d'inflation aujourd'hui, 17%. Imaginez que nous sommes à 16%. 16%. C'est énorme. C'est-à-dire que ici, on ne trompe pas l'économie. Nous parlons peut-être le même langage, mais chacun dans ses termes. Parce qu'aujourd'hui, ce qui pose problème, c'est la croissance. Et je parlais de la relance de l'économie et de l'économie nationale. C'est ce qui pose problème. Mais cette croissance, le manque de la croissance, n'a pas commencé avec ce qu'elle dit. Maintenant, vous dites que non, il n'y a pas le pôle de croissance. Mais maintenant, avec les services nationaux qui a été relancé, ce n'est pas le pôle de croissance. Mais vous produisez combien avec M. Kassongo Kawik. Mais non. Il faut les laisser continuer. Mais non. Je vous ajoute encore 1 minute. Vous produisez combien de temps? S'il vous plaît. Vous savez, aujourd'hui dans les camps, les gens consomment les maïs. Il faut savoir qu'un voyage de 1000 km commence par un pas. Ok. Si vous ne savez pas reconnaître les efforts qui sont faits et que vous êtes là, vous pensez que les choses peuvent s'opérer comme si il y avait une baguette magique, ce n'est pas comme ça. L'économie, ce n'est pas comme politique que vous venez dire comme ça. Vous avez été au charbon, vous avez fait quoi? Et vous parlez ici de l'embellie. Est-ce que c'est la première fois? En 2012, il y a une embellie minière qui n'en a jamais existé. C'est pour ça qu'on dit que M. Mouzitou a mené le budget au milliard. C'était la même chose. Mais c'était combien de milliards? Non, là, ce n'était pas Mozito. 33 milliards. Non, je parle de 2012, c'était qui? Non, 2012, Mozito n'était plus là. Rappelez-vous, il y a eu élection en 2011. 2012, au mois de février, on a déjà quitté la primature. Ok, Matata. C'était Matata. Ok. 2011, 2012, il y a eu le même phénomène que nous vivons aujourd'hui quand on va vous parler de métaux
précieux. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas la première fois. Mais ici, il faut qu'on reconnaisse une chose. D'abord, il y a ce qui n'existait pas avant. Parce que la mobilisation des recettes d'aujourd'hui, ce n'est pas la mobilisation des recettes d'hier. Parce que Gilles Alinguetti aujourd'hui avec le chef, oui, est venu avec en plus aujourd'hui que la mobilisation des recettes est plus performant que hier. Parce qu'il ne peut pas être pour Gilles Alinguetti du fait que c'est Mozito qui avait signé le décret de mettre au talon des services de la République qui est un service dissuasif pour renforcer la bonne gouvernance. Mais selon plusieurs sources, si vous le mettez, selon plusieurs sources, il semble que l'IGF a perdu. Maintenant, il y a un problème. L'IGF a perdu ses dons. Hein? Non, on ne parle pas de... Je vais citer. Maintenant, il y a un problème. Il y a un problème. La politique monétaire pose problème, c'est-à-dire la consolidation de l'indépendance de la conduite monétaire et des systèmes financiers. Et surtout, la maîtrise de contrôle des devises dans des banques commerciales pose problème. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la plupart de nos activités, c'est dans les circuits informels. Aujourd'hui, on vous parle des mines, effectivement, parlons-en. Aujourd'hui... C'est fini. Pardon? Vous n'allez pas prendre tout le temps d'antenne. Non, je vais chiter par là. Donc, imaginez, tant qu'aujourd'hui, il a parlé le problème d'organiser le crédit, par exemple, dans des coopératives. Pourquoi on doit arriver là? C'est pour que les circuits là soient contrôlés. Mais tant que il y a un crédit là, il ne peut pas vendre son produit et aller à la banque. Donc, il doit faire quoi? Merci. C'est-à-dire que la Banque centrale doit jouer encore le rôle de l'inspecteur pour la fuite des capitaux. Merci. D'où il faut maintenant minimaliser donc les systèmes comme nous voyons ailleurs. Et ça, c'est aussi comme vous avez dit, il faut créer un écosystème structurel, mais pas conjoncturel. Calmez-vous. Merci, on change les sujets. Mais j'ai dit un grand merci au professeur Noël Tchani qui vient de m'envoyer une question pour vous. Appréciation du franc congolais face au dollar américain, mythe ou réalité? Alors, ça c'est la question du profil en train de suivre. Mythe ou réalité avant de passer à je les salue. Monsieur Gondi. Je voudrais relever quand même quelque chose avant. Mais répondez à la question du profil. Non, ça c'est sûr. Sachez que notre économie, notre croissance est tirée par les mines. Sachez que s'il y a eu embellie dans tous ces secteurs croissance, le secteur PIB, etc., c'est dû au fait qu'on est passé au niveau des taxes de 2% à 10%. Ça jouait un rôle déterminant. Ça jouait un rôle déterminant, que tu le veuilles ou non. Non, je vais revenir dans le secteur minier. Toujours dans le secteur minier. Ça, c'est mon domaine de prédilection. Je vous apprends. Est-ce que vous pouvez terminer, s'il vous plaît? Toujours dans le secteur minier, il était question que les miniers, quand ils exportent les matières premières, il fallait faire en sorte que au moins 60% reviennent sur le sol congolais. Si on avait ce retour-là, je crois qu'on n'aurait pas peut-être de problème de la dépréciation de notre monnaie. On n'aurait pas besoin des devises puisque les devises allaient revenir dans notre pays. Mais c'est ce que je viens de dire encore. On est dans un état factice. Si on était dans un état réel, une bonne administration, tout cela serait suivi. Exactement. La question, s'il vous plaît, je réponds à la question du prof, appréciation du franc congolais face au dollar, mythe ou réalité? 30 secondes, on passe à autre chose. Pour moi, c'est un mythe, c'est pas une réalité. Puisque, je l'ai dit sur un passage, j'ai dit que des mesures qu'on prend, ce sont des mesures conjoncturelles. Pour qu'on puisse avoir une monnaie forte, qui soit appréciée au même titre que le dollar, au titre réel de l'économie congolaise, il faut d'autres mesures qui soient des mesures conjoncturelles. Si on reste sur les mesures structurelles, c'est un mythe. Puisque demain, d'ailleurs, je dis demain, aujourd'hui, le dollar, ou du moins le franc congolais fait du yo-yo, par le fait simplement de ce que pensent, ce qu'elles veulent les cambistes et nos autorités qui jouent le même jeu que les cambistes. Les règles déterminantes pour faire en sorte que la banque puisse contrôler le taux d'échange ne sont pas respectées. Ça reste un mythe. Okay. La même question à vous, Maître Claude Ngoma.
C'est un mythe, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une très bonne politique, il n'y a pas une bonne politique monétaire. Alors que si nous voulons, parce qu'il faut tenir, le franc congolais représente notre souveraineté. Et quand ces billets se déprécient du jour le jour face aux devises étrangères, et donc il y a un problème dans le gouvernement, il y a un problème, je vais dire, il y a un problème d'une politique monétaire à adopter. Et ici, je veux encore dire que la Banque centrale ne joue pas pleinement son rôle. Ici, il ne s'agit pas, Madame la gouverneure... Il y a une dame là, Madame Kabedi. Oui. Ici, il ne s'agit pas... Fallait même prendre Noël il ne s'agit pas de promettre la baisse. L'homme est intelligent, il pouvait décompter la situation. C'était l'opinion de plusieurs personnes. Noël Tchani pouvait faire mieux. La dame est là jusqu'aujourd'hui. Apparemment, les choses... parce que la Banque centrale devait jouer pleinement son rôle. La Banque centrale devait jouer pleinement son rôle et que la Banque centrale devait aussi avoir un département interne des OPJ. Il y aura des inspecteurs en son sein qui devaient être largués sur terrain pour pouvoir traquer tous ces Congolais véreux, de bradeurs véreux, qui ne fait qu'alimenter donc voilà cette spéculation de monnaie. Merci. Ouais, mais aujourd'hui, la Banque centrale n'a pas ces départements. Voyez-vous? Non, c'est vrai qu'il y a des OPJ, ne vous en faites pas. Est-ce qu'ils ont des inspecteurs? Votre problème, c'est que vous jugez sans savoir. Non, mais je suis humble. Je suis humble. S'il y a ces départements, ils ont des inspecteurs qui larguent dans les terrains. Merci. C'est la question. Maître Gédon, quelle est la politique meilleure? Non, mais la question d'abord. La même question. Je renchéris encore la question. Y a-t-il une politique meilleure aujourd'hui de la Banque centrale pour pallier dans ce secteur? Il semble qu'il y a trop de limites. Non, la dame souffre encore. Oui, je vais répondre. Mais pour répondre à la question du professeur. Le professeur Noël Tchani. Tant que la balance de paiement reste en dernier ressort comme un document comptable, qui retrace au fait les flux monétaires entre le pays et le reste du monde, nous pouvons dire que les dollars va rester un mythe pour nous. Donc, dans aucun pays du monde, vous arrivez même ici à Kenya, vous avez la difficulté même d'échanger les dollars. Vous voyez, mais les dollars existent. Ça va servir au moins les commerçants pour des transactions. Et voilà pourquoi nous disons que ça reste un mythe. Et l'objectif d'ailleurs, je les salue parce que c'est l'homme que j'apprécie bien. Tant qu'aujourd'hui, nous n'arrivons pas à dédollariser, donc c'est ce qu'on dit, tant qu'on n'arrive pas aujourd'hui à valoriser notre franc congolais par rapport au dollar. Moi d'ailleurs, je fustige cette habitude de voter les budgets qu'en dollars. Pourquoi voter les budgets en dollars? Vous voyez donc, parce que vous savez même la difficulté qu'a aujourd'hui Mboma, c'est quoi? Donc Mboma ne sait pas analyser objectivement la fixation des prix sur base d'un système économique. Vous voyez? Donc quand il regarde aujourd'hui, il vous parle de ce qu'il vous dit, qu'il n'y a pas quoi, mais il ne maîtrise même pas la politique fiscale, budgétaire de notre pays. Il a un problème. Vous voyez? Oui. Écoutez, il faut qu'il s'informe. Non, mais est-ce qu'il a le temps de lire la politique fiscale budgétaire, les cadres de dépenses en moyen terme, à long terme, et avoir les éléments, donc avoir les éléments des langages, donc d'un homme d'État. Il n'en a pas. Merci. Il va faire le peut-être qu'il est concentré. Donc, mais non, à l'élection qui arrive, s'il vous plaît, parmi des on a suffisamment parlé, s'il vous plaît. Nous allons revenir. Non, mais il a dit, M. Gandhi a dit, vous ne pouvez pas nous appeler de parler de questions économiques avec 5 minutes, 15 minutes que vous nous donnez. On a eu 1h20 par rapport à cette question, mais c'est toujours peu. Alors, monsieur Tati, donnez-moi la vidéo de la table ronde, comme ça je vais donner à mes invités 2 minutes, comme on le fait pour analyser par rapport à cette question.
C'est dans le but d'évaluer l'état de siège que le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a déclaré ouvert ce lundi la table ronde. Ces travaux des 3 jours, soit du 14 au 16 août, vont permettre à ce que le parti prenante prenne la vraie mesure de la situation, tel le levé du chef de l'État Félix Tshisekedi. En effet, après avoir dûment informé la nation par mon adresse, j'avais activé ce dispositif constitutionnel exceptionnel avec l'engagement et la détermination d'endiguer ces menaces graves et de sécuriser les populations et leurs biens. Le tout dans le seul but de rétablir la paix qui soit durable en vue de stabiliser cette partie du territoire national longtemps en proie à des conflits et d'amorcer enfin son processus de développement au même titre que toutes les autres provinces de notre pays. Instauré depuis le mois de mai de l'année 2021 dans les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri, l'état de siège a servi à quelque chose, estiment certains observateurs, car il a un tant soit peu calmé la crise à l'est du pays. Voilà, des retours sur ces plateaux. Qui va ouvrir la question? Maître Ngoma, vous allez ouvrir la question. Le chef de l'État a donné les go pour cette table ronde. Espérons qu'il y aura vraiment des bonnes résolutions ou solutions. Pensez-vous qu'il était temps qu'on puisse un peu de revoir, réqualifier l'état des sièges, enlever, surseoir ou continuer avec? Bon, d'abord, par principe, le président Tshisekedi n'a pas péché en décrétant l'état des sièges au regard de dispositions constitutionnelles qui lui a donné pouvoir. Mais ici, le problème, c'est au niveau de l'efficacité de cette décision. Okay. Et aujourd'hui, si nous devons analyser, et donc voilà cet état des sièges, nous devons partir des objectifs assignés à cet état des sièges lors de la prise de cette ordonnance. Alors, le président il y a 3 objectifs poursuivis dans cet état des sièges. La restauration de l'autorité de l'État, la sécurisation de nos concitoyens et l'éradication des groupes négatifs. Ce sont les 3 objectifs assignés à cet état des sièges. 2 ans après, qu'est-ce que nous avons comme résultat? Chaos. Si vous prenez la situation globale, sécuritaire de notre pays, vous trouverez que l'état des sièges n'a servi qu'à enrichir certains politiques et d'autres autorités militaires. Je vais vous le dire, ce n'est pas Claude Ngoma qui l'a dit, mais c'est le président du Parlement, M. Mbosso, le patriarche. Il a dit 80% du budget alloué à l'état des sièges reste à Kinshasa. Je ne sais pas si mon estimé confrère va me contredire. Alors, aujourd'hui, le gouvernement décrète la table ronde sur l'état des sièges. Et le président n'a pas évolué, il n'a que changé de narratif, donc il ne fait que tourner en rond. Le président nous dit ceci: la table ronde sur l'état des sièges permettra une orientation concertée en vue de pacifier définitivement la province de l'Ituri et de Nord Kivu. Il n'y a pas évolution. Or, si nous étions sérieux, à chaque prorogation de cet état de siège, il y avait des séances d'évaluation. Je ne pense pas que toutes ces prorogations qui se succédaient, aujourd'hui c'est après les 50 prorogations, et que les évaluations, nos chers députés ne retenaient rien de ça. Et donc l'état de siège n'a fait que perdre à la République l'argent. Pourquoi? Parce que l'administration civile continue toujours à être payée aujourd'hui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, plus la charge de l'administration militaire. Et sous l'état de siège, il y a augmentation du nombre de morts. Sous l'état de siège, il y a augmentation sensible des déplacés. Selon la révélation de Jean-Baptiste Kassekwa, le député de Goma, il y a augmentation sensible des déplacés. Et finalement, sous l'état de siège, il y a des groupes rebelles
qui naissent chaque jour. Alors, posons-nous la question, est-ce qu'il y a des avancées? Non. Donc, je parie fort, le moment est venu pour la levée de cet état de siège. Mais, ils ont choisi mal les cadres. Ok. Pour la lever, le président a mis en place un cadre politique pour la levée de cet état de siège. Or, moi, je pensais que cette table ronde devait réunir toutes les forces vives de l'Ituri et de Nord Kivu, les organisations de droits de l'homme, tout. Ils devaient... Ils ne sont pas représentés, vous? Non, là, on parle d'une représentation. Ce qui est différent d'un travail qu'ils devaient faire en termes de monitoring, d'évaluation, pour qu'enfin, des décisions, des recommandations qui devaient sortir de ces assises soient orientées au gouvernement et qu'enfin le gouvernement puisse prendre une décision. Mais chose qui n'a pas été faite. Merci. Merci Maître Claude Ngoma. Maître Gédéon Kolela, pour vous, c'était le moment pour refaire bien les choses. Il semble que toujours les régimes tâtonnent. Bon, c'est la Bible qui dit l'homme tâtonne. L'homme sonde, mais Dieu, prophète, il ne tâtonne pas. Je pense que Ngoma tâtonne, hein, parce que parfois il parle sans penser. Oh, comment ça? Je vais vous démontrer. Okay. Donc, est-ce qu'il a bien analysé, parce que parfois aussi, il... le nombre de morts il ont pense sans augmenté sous réagir. l'état de siège. Mais il nous Quand a pas vous dit... avez pris cette écoutez. mesure de l'état de siège, c'était pour réduire le nombre de morts, donner la sécurité à ceux qui sont là. Mais sous l'état de siège, il y a plus de morts. Donc, est-ce qu'on peut analyser si les bobards et les colportages, voire même les faux morts? je vous parle d'un député national. Mais est-ce que les députés... Oui, mais écoutez, du fait d'être député, c'est ça, avoir le... C'est une source crédible, non? C'est ça, c'est avoir le monopole. Non, il ne nous a pas dit auparavant on tuait combien, et maintenant, le nombre de ceux qui sont morts sont combien. C'est là qu'on pouvait voir effectivement que donc, avant, on tuait 100 et qu'aujourd'hui on tue 200. Il ne nous a pas dit qu'avant là on tuait combien. Voilà un peu, c'est pourquoi je vous dis que ce sont des gens qui parlent sans penser, sans réfléchir. Et vous qui pensez et parfois, quand il réfléchit, c'est sans agir. Donc, comme on vous a dit ici, il a réfléchi. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il propose à la place de l'état de siège? Rien. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, dont vous réfléchissez sans agir. Ils n'ont rien à dire. Ils sont Vous n'avez que 2 minutes. Donc voilà. Maintenant, l'état de siège. D'abord, je suis d'accord avec lui. Il a reconnu que c'est constitutionnel. Et que tant qu'il y a une partie des territoires congolais qui est menacée, c'est tout à fait normal que le président proclame l'état de siège ou voire même l'état de guerre. Donc, mais ici, nous parlons de l'état de siège. L'état de siège est venu affaiblir la mafia internationale qui alimentait la bourse des titres et valeurs minières qui était actionnée à Kigali. Mais est-ce que c'est ça qui a été retenu comme objectif? Parlons de l'objectif de l'état de siège. Non, il n'analyse pas. L'affaiblissement des mafias internationales, pour vous, c'est... Aujourd'hui, l'aéroport qui servait, parce que ces gens se nourrissaient vraiment de menaces là. Vous voyez? Regardez aujourd'hui. On vous a parlé des docteurs Mukwege qui a même eu, à cause de nos mamans et de nos jeunes filles qui étaient violées, qu'il a reçu le prix Nobel. Et qu'aujourd'hui, est-ce qu'on parle encore de violences? Est-ce qu'on parle encore de Mukwege comme réparateur des femmes? Donc ça réduit sensiblement. Vous voyez, l'état de siège a réduit sensiblement. Il y a moins de le nombre de morts dont lui parle là. Ce sont des gens qui viennent avec des choses. Donc aujourd'hui, l'état de siège nous a permis à comprendre que les M23 étaient qu'un clientélisme d'intérêts des multinationales. Vous avez vu un cow-boy diplomate qui vous dit que non, M23, c'est une armée organisée, alors que dans un État, il n'y a qu'une seule armée. Comment M23 pouvait être une armée moderne et organisée? Donc on a compris que voilà, les gens qui servent de base arrière pour ce M23-là. Donc c'est pendant l'état de siège, parce que les activités là, parce qu'il faut comprendre que les multinationales, pour eux, la guerre c'est une activité économique rentable.
Et lorsque on a pris ces mesures, 5 secondes. donc regardez, l'état de siège a permis que nous puissions connaître le nombre de militaires, donc quelque chose qu'on ne savait pas. Ok. L'état de siège a permis qu'on puisse comprendre que nous avons une armée que Kabila nous a laissée dont le moyenne d'âge est de 50 ans. Et aucun militaire. Parlons de l'objectif assigné. Il faut les laisser chuter. Il faut les laisser chuter. Je suis en train de vous dire des éléments d'État. Mais quand on évalue, on ne va pas évaluer sur base de Mais tout ce je que vous dis, aujourd'hui, nous connaissons les nombres. On a arrêté beaucoup de gens. Mwangatuti a été arrêté pendant le moment de l'état de siège. Okay. Tous ces systèmes mafieux a été démantelé. Okay. Donc c'est pendant les moments de siège. C'est le Vous voulez résultat. quoi? Ok. Oui. Merci. Merci. Merci, notre général Kolela. Vous devenez journaliste. Merci. Monsieur Kondi, Oui. on retient quoi? On retient que cette question, Il vous a séduit, hein? Général Kolela. non, on est face à une équation à plusieurs inconnus. Il y a une table ronde. Ben, je vais emprunter la phrase de mon voisin, M. Ngoma. On a une table ronde, mais on risque de continuer à tourner en rond comme ça si on ne change pas de fusil d'épaule. Ok. Les évaluations devraient se faire, pour moi, trimestriellement, non seulement au sein du gouvernement, mais au sein du Parlement. Aujourd'hui, on aurait une rencontre fructueuse, intelligente. Mais on invite les gens, ils vont improviser leurs réflexions. Ça ne s'improvise pas la réflexion. On étudie calmement avec toutes les données. Et vous pensez qu'ils n'ont pas des éléments ils n'ont pas Donc c'est un gouvernement événementiel. Parce qu'il Donc on parle invite des les gens et puis les gens qualifications. improvisent même la Non, mais réflexion. lorsqu'on vient déjà, c'est fort, ça. on circonscrit bien des choses Je pour vous dire. ai laissé soit- parler. Donc vous Laissez-moi avez quand même parler. intervenu. Continuez. Donc, j'ai dit qu'aujourd'hui, je vous ai dit que c'était une équation à plusieurs inconnus. Si on continue à savoir, il faut lever la mesure, il faut rectifier le Requalifier. tir, ou alors, je sais pas, maintenir ce qui existait. Moi, j'ai dit, l'avantage qu'il y a eu, il y a les avantages et les inconvénients. L'avantage qu'il y a eu de mettre en place cet état de siège a permis de savoir que réellement le Rwanda qui était aux prises des difficultés qu'on avait à l'Est. Puisque le Rwanda devenait premier importateur de certaines matières premières. Et à partir du moment où on a mis l'état de siège, il y a eu réduction de produits miniers qui traversaient du Congo au Rwanda. Aujourd'hui, le Rwanda est en difficulté économique là-dessus. Mais le problème, c'est qu'ils ont su anticiper. Le fait qu'on ait bloqué cette partie-là, où il y a l'état de siège, ils se sont arrangés pour aller occuper un autre territoire pour compenser le manque à gagner. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est que on est face à une situation où nous avons manqué de leadership sur le contrôle de notre territoire. Ce qu'il faut faire, c'est d'aller dans la profondeur des choses pour pouvoir faire en sorte que même si on prend des mesures pour une localité, mais il ne faut pas déshabiller le reste de localité, voilà l'exercice. Mais pour chuter, puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, moi j'ai dit, s'il y a une solution réelle qui peut faire changer les choses, c'est rentrer réellement en affrontement armé avec le Rwanda. Ou alors, ils sont plus forts que nous, ils vont continuer à occuper cette partie-là, voire même au-delà. Ou alors, nous sommes plus forts qu'eux, c'est ce que je pense. Donc il faut revenir à la proposition de Mouzi tout faire la guerre. Il faut y aller, c'est-à-dire, tu ne peux pas, comme dans la Bible, on te gifle d'un côté, tu donnes l'autre. Non! Œil pour œil, dent pour dent. Faire la guerre avec une armée infiltrée ou vous pensez qu'on a suffisamment assaini notre armée? On n'a pas assaini, l'armée complètement. Vous avez suivi Thieu, qui est le chef de notre qui avait dit quand il y a une réunion, on essaie un peu de mettre quelque chose en place, une stratégie, dans moins de 5-10 minutes, c'est déjà connu. Nous avons formé. Aller en guerre comme ça, sans être sûr. C'est que Thieu a dit, Thieu avait raison, mais c'est qu'on a mis en place. Le nouveau formé de l'armée, on peut avoir un commandement autonome et aller en guerre. Ne pas toujours continuer avec. Mais ce que Mouzito avait dit avant, c'était une bonne chose, mais d'une mauvaise manière. Pourquoi? Mais je vous dis, Mouzito a posé les préalables. J'ai les données de l'État. Mouzito a dit une bonne chose, mais d'une mauvaise manière. Pourquoi? C'est le mot de la fin, terminé. On avait une armée dont les moyennes d'âge étaient de 50 ans, je vous dis ça aujourd'hui. Ok. Et à ce moment-là, nous étions privés de les moyens de défense.
Comment vous allez dans la guerre? On ne peut pas aller en guerre avec des gens fatigués. Monsieur Gédéon a mal compris la pensée de Mosito. A mal compris la vision de Mosito. Mosito a dit qu'il faut faire la guerre. Mais c'est dans l'avenir et il a posé des préalables. Non, mais vous faire la guerre. Est-ce que vous avez la parole? Mais c'est un débat. C'est un débat, je ne peux pas vous laisser évoluer. C'est un débat, je ne peux pas vous laisser évoluer. Il faut faire la guerre, mais à côté de cette guerre, il faut une bonne finance. À côté de cette guerre, il faut une armée adaptée avec une logistique. Merci. C'était ça. Merci. Merci, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Il peut courir toute la journée. Oh, mais pas les nabets à chaque jour. Maître Ravet à balai chaque jour. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. C'était votre émission Duel ici sur sa télévision. Suivez la rediffusion à 22h. J'étais avec Maître Ngoma, cadre du Nouvel Élan, parti cher à nous. Merci également M. Gantika Sende, merci à vous. Et merci à Maître Gédéon Kolela, des Licors de l'Union Sacrée. Merci. J'étais accompagné de l'équipe derrière la caméra, un ancien bougard, M. Emmanuel, qui était là. Côté réalisation, un homme très beau. Moi aujourd'hui, il était très gentil encore avec moi, M. Tati. Et côté son, M. Sacré. Sacré aujourd'hui, ça va. Je vous donne 10 ça. Suivez la rediffusion à 22h. Au revoir.